En l'an 2000, 38% des exportations de pétrole de l'Arabie Saoudite allaient vers l'Europe et l'Amérique du Nord. En 2022, ce chiffre avait chuté à 10 à 8%. À l'inverse, les exportations vers l'Inde et la Chine ont bondi de 6% à 48%. Le plus grand client de l'Arabie Saoudite, ce n'est plus l'Amérique, c'est la Chine. Et le 9 juin, 2024 jours, anniversaire du pétrodollar, l'Arabie Saoudite a laissé l'accord expirer sans le renouveler. L'arrangement bâti par Henry Kissinger en 1974, celui qui obligeait à acheter tout le pétrole saoudien en euros américains et garantissait en échange la protection militaire des États-Unis, a disparu. Pas renégocié. Définitivement disparu. La guerre contre l'Iran a accéléré chaque dimension des pressions qui s'accumulaient, depuis des années. L'Iran perçoit désormais des frais de passage dans le détroit d'Ormuz. La part de l'euro dans les réserves mondiales a atteint son niveau le plus bas depuis 1995, 56,77%. Le marché mondial du pétrole représente entre 2 000 milliards et 3 000 milliards d'euros par an. Cette monnaie alimentait autrefois les comptes du Trésor américain, fonctionnant comme une subvention structurelle qui maintenait les coûts d'emprunt des États-Unis artificiellement bas. Si ce mécanisme se grippe, chaque famille américaine en paie le prix, des taux d'intérêt plus élevés, des importations plus chères et gouvernement qui répercute ces surcoûts à travers l'inflation. Chaque numéro de cette analyse est basé sur des données du FMI, du Conseil des Relations étrangères, qui a publié son rapport en avril 2026, ainsi que sur les analyses des banques allemandes, des économistes de la Réserve fédérale et des données de marché vérifiées. Pensez-vous que le pétrodollar est vraiment mort, ou s'agit-il d'une nouvelle fausse alerte? Regardez bien. Parce que le lien entre un accord conclu en 1974 dans un désert saoudien et votre taux hypothécaire aujourd'hui est direct, documenté, et s'accélère plus vite que les médias financiers traditionnels ne veulent l'admettre. Voici le mécanisme que la plupart des Américains n'ont jamais entendu expliquer. Et c'est le concept financier le plus important pour comprendre pourquoi la monnaie se comporte comme elle le fait. Et pourquoi ce qui se passe en ce moment touche chaque famille de ce pays. En août 1971, le président Nixon a fermé ce qu'on appelait la fenêtre de l'or. Jusqu'alors, chaque euro en circulation était adossé à une quantité d'or. Les gouvernements étrangers pouvaient échanger leurs euros contre de l'or physique au prix de 35 € l'once. Nixon a mis fin à cette convertibilité du jour au lendemain dans une adresse télévisée. Le système de Bretton Woods, qui gouvernait les finances mondiales depuis la Seconde Guerre mondiale, s'est effondré. La monnaie n'était plus soutenue que par la crédibilité du gouvernement américain. 3 ans plus tard, face à une inflation galopante, une crédibilité américaine en berne, un rôle mondial de la monnaie remis en question, Henry Kissinger s'est rendu en Arabie Saoudite pour construire un accord qui remplacerait l'or comme encre de la monnaie. Cet arrangement est resté secret pendant 50 ans et n'a été confirmé qu'à travers des documents déclassifiés en 2006. L'Arabie Saoudite acceptait de facturer tout son pétrole exclusivement en euros américains et d'investir ses bénéfices pétroliers dans des bons du Trésor américain. En échange, l'Amérique s'engageait à protéger militairement la famille royale saoudienne et à garantir la sécurité du pays par la force armée. L'élégance du système imaginé par Kissinger ne résidait pas uniquement dans la garantie de sécurité, elle résidait dans l'imbrication économique. Si tout le pétrole devait être acheté en euros américains, alors chaque nation industrielle sur Terre, chaque pays ayant besoin d'énergie pour faire fonctionner son économie, devait accumuler et conserver des euros américains. Il leur fallait des euros pour acheter du pétrole. Cette nécessité créait une demande mondiale, permanente et structurelle pour la monnaie américaine, une demande qui n'avait rien à voir avec la qualité de la gestion économique de l'Amérique, l'état de ses finances publiques ou le niveau de ses déficits. Chaque pays qui remplissait un réservoir faisait tourner une usine ou chauffait un bâtiment dans l'économie industrielle moderne, contribuait, par extension, à la demande d'euros américains. Et parce que les pays exportateurs de pétrole engrangeaient d'énormes surplus en euros, ils ne pouvaient pas les dépenser chez eux. Leur population était trop réduite par rapport à leur richesse pétrolière. Ils plaçaient donc ces euros excédentaires dans l'actif le plus sûr, et le plus liquide libellé en euros sur Terre, les obligations du Trésor américain. Ce flux d'euros pétroliers recyclés vers la dette américaine, c'est ce que les économistes appellent le recyclage des pétrodollars. Ils comprimaient les taux d'intérêt américains, car, avec autant d'acheteurs automatiques de dette américaine, le gouvernement n'avait pas besoin de proposer des rendements élevés pour attirer les investisseurs. Les taux d'intérêt américains étaient donc plus bas dans toute l'économie, les emprunts immobiliers.
coûtaient moins cher, les crédits à la consommation aussi. Le gouvernement américain pouvait gérer un déficit annuel de 2000 milliards d'euros sans provoquer le type de crise de dette qui a détruit des pays comme l'Argentine ou la Grèce, parce que le pétrodollar créait un acheteur de dernier recours pour la dette américaine en toutes circonstances. C'était ça, la subvention. Et c'est ce qui est en train de craquer. Les données sont sans ambiguïté. La dette nationale américaine a atteint 39 000 milliards d'euros. Le 10 à 8 mars 2026, quelques semaines après le début de la guerre contre l'Iran. Les États-Unis ont subi des dégradations de crédit par les trois grandes agences de notation. Standard, Poor's en 2011, Fitch en 2023 et Moody's en mai 2025. Les charges d'intérêt sur cette dette sont projetées pour devenir le poste budgétaire fédéral qui croît le plus vite depuis des décennies. Le système du pétrodollar était le mécanisme qui rendait toute cette dette supportable à faible coût. Il créait une demande étrangère structurelle pour les obligations américaines. Maintenant, les rendements artificiellement bas. Ce mécanisme est désormais brisé. Voici comment il s'est brisé avec des chiffres précis et vérifiés que Washington ne met pas en avant. L'Arabie Saoudite a enregistré un déficit budgétaire en 2024 et en 2025. Relisez bien, le pays dont les surplus pétroliers étaient censés être recyclés sans fin dans les bons du Trésor américain a affiché des déficits budgétaires ces 2 années-là, empruntant à l'international pour financer ses dépenses intérieures, dans le cadre du programme Vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salman. Les réserves de l'Arabie Saoudite s'élevaient à environ 143,9 milliards d'euros fin 2024. C'est significatif, mais très loin du flux structurel de recyclage de pétrodollars que l'histoire financière décrit. L'Arabie Saoudite était en réalité acheteuse nette d'actifs internationaux en 2024 et de 1025 pas acheteuses nettes de bons du Trésor américain. Le Conseil des relations étrangères a publié une analyse en avril 2026, expliquant explicitement que l'ère classique du recyclage des pétrodollars est révolue. Et cette conclusion a été formulée avant même la guerre contre l'Iran, qui a depuis radicalement changé les calculs. Abonnez-vous maintenant. Ce canal vous livre exactement ce type d'analyse macro. Connectée et vérifiée avant qu'elle ne devienne un consensus médiatique. Maintenant, la guerre contre l'Iran s'est ajoutée à cette image déjà sous tension. L'Iran perçoit des droits de passage dans le détroit d'Ormuz pouvant atteindre 2 millions d'euros par navire, payables en yuan chinois ou en crypto-monnaie, pas en euros. L'Iran contrôle le passage de 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial quotidien. En 2025, 530 milliards d'euros de pétrole ont transité par ce seul détroit. Une grande partie de ces revenus pétroliers étaient traditionnellement recyclés en euros. Lorsque l'Iran exige le paiement en yuan et que les acheteurs asiatiques qui représentent 60% de la demande pétrolière du Moyen-Orient paient en yuan pour obtenir le droit de passage, ces euros ne se matérialisent tout simplement. Jamais. La boucle du pétrodollar n'a aucune chance de fonctionner. Deutsche Bank a publié en avril 2026 une note à ses clients expliquant explicitement que le conflit iranien pourrait être retenu dans l'histoire comme un catalyseur, clé de l'érosion de la domination du pétrodollar. Ce n'est pas une prédiction marginale, c'est une grande banque mondiale qui décrit le mécanisme en temps réel, avec des données vérifiées. La part de l'euro dans les réserves mondiales a chuté à 56,77%, confirmé par les données du FMI pour l'année 2020. C'est le niveau le plus bas depuis que le FMI a commencé à suivre ces données en 1995, en baisse depuis 72% en 2001. Un recul de 15 points de pourcentage en 24 ans. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une érosion structurelle sur plusieurs décennies, et la guerre contre l'Iran l'a accéléré. Mais voici le jugement qui sépare l'analyse sérieuse de l'hystérie sur l'effondrement monétaire. Il faut tenir deux faits, contradictoires en même temps. Fait numéro 1, l'euro n'est pas en train d'être remplacé par une autre monnaie, le yuan, ne représente que moins de 3% des réserves internationales mondiales. L'euro est impliqué dans 88% de toutes les transactions de change dans le monde, traitant plus de 7500 milliards d'euros de volume quotidien. Les marchés financiers américains sont plus profonds, plus liquides et plus librement accessibles que n'importe quel autre système financier sur Terre. Le yuan, lui, n'est pas librement convertible, les contrôles sur les mouvements de capitaux restent un obstacle structurel majeur que aucune déclaration politique ne peut effacer du jour au lendemain. L'évaluation de Franklin Templeton en avril 2026, qui qualifiait la note de
Deutsche Bank, sur le pétrodollar de remarquablement simpliste, a un mérite réel. Aucun pays sur Terre ne possède l'infrastructure institutionnelle, la profondeur de marché, ou la liberté de circulation des capitaux nécessaires pour absorber le rôle de monnaie de réserve mondiale. Pas la Chine, pas l'Europe, pas les BRICS réunis. L'euro reste, de très loin, la moins mauvaise option pour ce rôle. Fait numéro 2. Le mécanisme pétrodollar, ce circuit précis où le pétrole est facturé en euros, où les surplus s'accumulent dans les trésors des pays exportateurs et où ces surplus sont recyclés dans les bons du Trésor américain pour comprimer les taux d'intérêt. Ce mécanisme est mesurable, documenté et s'érode. L'Arabie Saoudite a affiché des déficits en 2024 et 2025. Le surplus combiné des pays du Golfe était d'environ 200 milliards d'euros en 2025. La part des réserves mondiales accumulées en euros a reculé de 3 à 5 points entre juin 2024 et février 2026. La boucle du pétrodollar ne s'effondre pas. Elle fonctionne à capacité réduite et elle recule. Un peu plus chaque semaine que la guerre iranienne se poursuit. Ces deux faits mènent à une conclusion calibrée, sans hystérie. L'euro ne va pas perdre son statut de monnaie de réserve dans un délai qui compte pour les décisions de la prochaine décennie. Mais le mécanisme qui rendait ce statut exceptionnellement avantageux pour les acheteurs de dette américaine et exceptionnellement profitable pour le gouvernement des États-Unis est en train de se dégrader. Et cette dégradation se transmet directement dans la réalité financière quotidienne de chaque famille américaine par 3 canaux qui sont déjà actifs. Le ratio dette-revenu des ménages américains se situe à environ 120%, 4 fois plus qu'en 1980. La dette nationale a atteint 39 000 milliards d'euros. Le 10 à 8 mars 2026, les charges d'intérêt sont déjà la catégorie qui croît le plus vite dans le budget fédéral. Les 3 grandes agences de notation ont dégradé les États-Unis. Le pétrodollar était le mécanisme qui rendait tout cela soutenable, à faible coût. Il est désormais sous pression. Et le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Premier canal, les rendements du Trésor. Quand la demande pour les bons américains faiblit, parce que les réserves mondiales se diversifient, parce que les acheteurs orientent leurs flux vers des actifs libellés en yuan, ou parce que le commerce pétrolier se déroule en dehors de l'euro, le Trésor américain doit offrir des rendements plus élevés pour attirer des acheteurs. Chaque hausse de 25 points de base sur un rendement ajoute des dizaines de milliards d'euros de coûts d'intérêt annuels au gouvernement. Ces coûts se transmettent ensuite à vous, soit par des impôts plus élevés, soit par plus d'inflation, soit par les deux à la fois. Deuxième canal, le lien direct avec les taux hypothécaires. Les taux des prêts immobiliers, à 30 ans aux États-Unis, sont directement indexés sur les rendements des bons du Trésor à 10 ans, avec une marge. Quand ces rendements montent parce que la demande étrangère pour la dette américaine s'affaiblit, les taux immobiliers augmentent, mécaniquement et proportionnellement. Une maison achetée avec un prêt de 400 000 euros à un taux fixe de 7,5% sur 30 ans coûte environ 160 000 euros de plus en intérêt sur la durée du prêt qu'à un taux de 6%. Cette différence pas causée par la politique de la Réserve fédérale, mais par l'érosion de la demande étrangère pour les obligations américaines, c'est le déclin du pétrodollar, qui s'exprime en un chiffre qui touche chaque famille cherchant à acheter un logement. Le pétrodollar a été une subvention immobilière invisible pendant 50 ans. Son déclin est une taxe immobilière invisible, déjà dans le système. Troisième canal, l'inflation importée. Le statut de monnaie de réserve donne à l'euro un pouvoir d'achat artificiellement fort. Quand vous achetez des produits importés, un euro, mondialement demandé, reste plus fort que s'il ne l'était pas. Un euro plus fort signifie des prix à la consommation plus bas. Quand la demande structurelle mondiale pour l'euro s'érode, la monnaie s'affaiblit sur les marchés d'échange. Chaque produit importé, électronique, vêtements, médicaments, véhicules, coûte plus cher en euros. L'indice du dollar a reculé de près de 10% au cours de l'année 2025. Ce n'est pas un artefact statistique. C'est un impact direct et mesurable sur le pouvoir d'achat des Américains à chaque fois qu'ils achètent quelque chose fabriqué hors des États-Unis. La transition énergétique ajoute une dimension de long terme que la plupart des analyses sur le pétrodollar ignorent complètement. Même si la guerre contre l'Iran s'arrêtait demain, même si le détroit d'Ormuz rouvrait totalement, même si l'Arabie saoudite revenait intégralement à la facturation en euros, le fondement structurel du pétrodollar ferait face à un défi séculaire, le basculement mondial vers les énergies non fossiles. L'Arabie saoudite en est consciente.
Sa vision 2030 est explicitement une stratégie pour diversifier son économie avant que la demande mondiale de pétrole ne commence à décliner. L'Agence internationale de l'énergie projette que la croissance de la consommation mondiale de pétrole devrait approcher de zéro aux alentours de 2030. Quand l'Arabie saoudite n'enregistrera plus d'énormes surplus pétroliers à recycler, en euros, ce ne sera pas à cause de la géopolitique, ce sera parce que le monde aura cessé d'acheter autant de pétrole. Pour tous les investisseurs qui observent ce processus se dérouler, le verdict pratique est spécifique et concret sur 3 points. Premièrement, les actifs qui bénéficient de la faiblesse de l'euro et de l'érosion de son statut de réserve l'or, les actions internationales hors États-Unis, ont des moteurs structurels qui ne dépendent d'aucun événement géopolitique particulier. L'or à 5 000 € l'once et sa progression ne constituent pas une bulle. Ce sont les banques centrales, les fonds souverains et les investisseurs institutionnels du monde entier qui réévaluent le risque d'une concentration excessive dans des actifs libellés en euros. Deuxièmement, la soutenabilité de la dette est la variable financière la plus importante. Pour chaque famille américaine, parce que le coût auquel le gouvernement peut emprunter détermine quel service public reste disponible, quel niveau d'imposition est nécessaire et quelle proportion du budget fédéral part en charge d'intérêts plutôt qu'en dépenses utiles. Troisièmement, le déclin lent du pétrodollar n'est pas un événement. C'est un processus. Il a commencé en 2001, quand la part des réserves mondiales en euros atteignait 72%. Il a continué en 2024, quand l'Arabie saoudite a laissé l'accord expirer. Il s'est accéléré en février 2026 avec le déclenchement de la guerre contre l'Iran. Et il continuera, quelle que soit l'issue politique de ce conflit, parce que la gravité qui a orienté le pétrole saoudien vers la Chine et l'Inde, l'infrastructure de paiement construite et la mémoire opérationnelle accumulée par chaque pays ayant traité une vraie transaction énergétique hors euro, pendant cette guerre, tout cela ne se renversera pas quand les tirs cesseront. Le contre-argument honnête le plus important dans toute cette conversation vient d'une des voix les plus crédibles de la finance internationale. Brad Setzer, chercheur principal au Conseil des relations étrangères et l'un des meilleurs experts mondiaux sur les flux de capitaux, a publié en avril 2026 une analyse dont le titre a secoué les cercles. Financier, les jours de gloire du pétrodollar sont terminés. Son argument n'est pas que la domination de l'euro augmente. Son argument est bien plus nuancé. Le pétrodollar avait cessé de soutenir le système monétaire longtemps avant la guerre contre l'Iran, et la plupart des commentaires qui le traitaient encore comme l'encre de la puissance financière américaine relevaient de la mythologie financière. Sa découverte précise. Avant le blocage d'Ormuz, il n'existait presque plus aucun flux des VZ, exportateurs de pétrole vers les actifs américains. L'Arabie saoudite était vendeuse nette de bons du trésor américain, pas acheteuse. Le surplus combiné des pays du Conseil de coopération du Golfe était d'environ 200 milliards d'euros en 2025, principalement le Koweït, les Émirats et le Qatar, tandis que l'Arabie saoudite affichait un déficit d'environ 33 milliards d'euros. Le moteur de recyclage pétrolier avait donc déjà calé avant le lancement du premier missile. Ce qui soutient actuellement le rôle mondial de l'euro et ce dont personne ne parle dans les analyses sur le pétrodollar, ce sont les surplus manufacturiers asiatiques. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan accumulent d'énormes excédents commerciaux avec les États-Unis en euros. Ces euros s'accumulent dans leurs réserves et sont placés en bons du Trésor américain, non pas en raison d'un accord pétrolier de 1974, mais parce que leurs économies exportatrices dépendent des taux de change indexés sur l'euro, et parce que la liquidité, la profondeur et la liberté de circulation des marchés américains créent une infrastructure qu'aucune autre devise ne peut égaler. Commerzbank a ajouté en avril 2026 une dimension qui recadre tout le débat. La part du pétrole du Golfe dans les exportations mondiales d'énergie a chuté de 55% en 2009, 180 à moins de 35% en 2024. Et puis vient le fait que la plupart des commentateurs ont complètement raté en 2020 et 2021 quand la demande pétrolière a été temporairement écrasée par la pandémie davantage de semi-conducteurs. Ont été exportés dans le monde en valeur, en euros, que de pétrole brut. Pour la première ou fois dans l'ère moderne, les exportations de puces électroniques ont rivalisé et brièvement dépassé les exportations de pétrole en valeur. Sa conclusion est directe. Pour la domination de l'euro aujourd'hui, il est plus important que les puces informatiques soient exportées en euros que le pétrole du Golfe le soit. La chaîne technologique
Mondial processeurs, mémoire, équipement de fabrication, logiciels, services cloud, est entièrement libellé en euros. Et cette chaîne ne va nulle part. Entre juin 2024 et février 2026, la part des exportations pétrolières mondiales réglées en euros a reculé d'environ 3 à 5 points de pourcentage selon les données de la Banque des règlements internationaux. Le changement était réel et mesurable, mais graduel, principalement dû aux exportations pétrolières de la Russie et de l'Iran, réglées hors euro. Ce n'est pas un exode massif des grands exportateurs du Golfe. L'Arabie Saoudite a continué de facturer la majorité de ses ventes en euros pendant cette même période. Voici ce qui change qualitativement avec la guerre contre l'Iran et ce qui fait d'avril 2026 un vrai point d'inflexion et non un simple chapitre supplémentaire dans la longue tendance à la dédollarisation. L'Iran a fait quelque chose qu'aucun pays n'avait osé. À cette échelle, utiliser le contrôle militaire du point de passage énergétique le plus stratégique au monde pour contraindre chaque acheteur de pétrole oriental à payer or et euros. Ce n'est plus un choix, c'est une coercition. Avant la guerre, la dédollarisation dans les marchés pétroliers était un choix. Les pays pouvaient expérimenter. Graduellement, partiellement, de façon réversible. Le blocage d'Ormuz a transformé cela. En nécessité absolue pour tout pays qui ne peut pas obtenir une escorte navale américaine, le Pentagone a admis ne pas avoir la capacité de fournir une escorte navale à chaque navire devant passer par Ormuz. Ce qui signifie que les acheteurs asiatiques Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, qui représentent collectivement environ 60% de la demande pétrolière du Moyen-Orient, ont dû trouver des arrangements de paiement alternatifs avec l'Iran, accumulant ainsi une expérience opérationnelle avec les transactions énergétiques hors euro qu'ils n'avaient pas il y a 6 semaines. L'expérience opérationnelle est le moteur d'adoption le plus puissant qui soit. Une fois qu'un acheteur de pétrole, un bureau de trading ou un fonds souverain a traité une vraie transaction énergétique en dehors de l'euro, la mémoire musculaire existe. Le coût marginal de le refaire approche zéro. La conséquence sur le marché des obligations américaines est la partie qui se connecte directement au coût de tous les Américains. La boucle du pétrodollar, les consommateurs paient le pétrole en euros, les exportateurs reçoivent des euros, les exportateurs recyclent ces euros dans les bons du trésor, les rendements restent comprimés, ne fonctionnent plus normalement. La disruption d'Ormuz signifie que le pétrole ne circule pas. Les revenus qui généraient ce flux de recyclage d'euros ne sont pas gagnés. L'Arabie Saoudite a affiché un déficit en 2025 et a emprunté pour financer ses dépenses intérieures. Ce qui signifie que le flux traditionnel vers la dette américaine s'est inversé. Et le pétrole qui passe encore par Ormuz le fait de plus en plus en yuan, ce qui signifie que même quand les revenus se matérialisent, une partie se retrouve dans des comptes chinois plutôt que de circuler vers les bons du trésor américain. Le pétrodollar n'est pas mort en un seul moment dramatique. Ce qui se déroule est la restructuration de l'architecture financière mondiale la plus conséquente depuis que Kissinger s'est rendu en Arabie Saoudite il y a 52 ans. Et les Américains qui comprennent ce mécanisme, qui a maintenu leurs emprunts abordables, leur gouvernement solvable et leurs impôts supportables, avant qu'ils ne deviennent un consensus médiatique, seront les seuls positionnés en amont de cet ajustement plutôt qu'en train de le subir. Abonnez-vous maintenant, ce canal vous livre exactement ce type d'analyse macro. Connectez et vérifiez avant que les rumeurs ne deviennent des certitudes. Partagez cette vidéo avec un Américain qui continue de surveiller le prix du pétrole sans comprendre le système monétaire qui se trouve en dessous. Parce que ce qui est en train de craquer en ce moment, ce n'est pas le prix du pétrole. C'est l'architecture qui a fait du dollar américain l'instrument financier le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Et comprendre cette distinction vaut plus que n'importe quelle décision d'investissement individuel que vous prendrez cette année.